Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je C'était Podcast. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Ça y est, le soleil est arrivé à Roland-Garros. Hier, on avait froid. Aujourd'hui, on a trop chaud. Et durant la journée, j'ai trouvé sur mon chemin Louis Barrigan qui se promenait. Salut Louis. Salut Christelle. Tu as donc décidé de venir faire un tour à Roland-Garros. C'est cool, hein? Et tu as choisi de nous apporter le soleil. Oui, mais le soleil ne m'a pas prévenu, donc j'ai quelques rougeurs. Vous ne pouvez pas le voir, vous, en podcast, mais voilà, la crème aurait dû être de mise là. Ouais, il y a déjà eu 2-3 malaises. Là, j'ai vu des pompiers tout à l'heure près du Lenglen. C'est vrai que sur le cours, il fait vachement chaud et ils annoncent des températures encore plus hautes la semaine prochaine. Ça veut dire que la terre battue va être rapide. Ça veut dire que ça va convenir parfaitement à monsieur Yannick Sinner, dont on parlera évidemment tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur cette journée comme le veut la tradition. Depuis le début de cette semaine, je vous propose un petit podcast quotidien. Et il y avait 2 matchs des dernières Belges encore en lice dans ce tableau des qualifs. Elles tentaient de se qualifier pour le tableau final. Malheureusement, ça n'est pas passé pour Sofia Kostoulas et Grete Minen. Sofia était la première à monter sur le court, même si les 2 joueuses ont dû jouer en même temps. Donc pour nous, c'était pas très simple, hein. On est allé du cours numéro 13 au cours numéro 7 de l'un à l'autre. C'était pas évident. Oui, et puis il y avait aussi beaucoup de monde sur les 2 cours, donc c'était aussi sympa. Il y avait vraiment une belle ambiance, que ce soit pour Sofia ou Grete. Donc voilà, vraiment très agréable. On jonglait, comme tu dis, entre les 2 cours. Alors, Sofia Kostoulas, donc, elle a perdu contre la chinoise Hanyu Guo, 6-3, 6-4. Un match avec des jeux très disputés. Certains ont duré 7-8 minutes. On ne connaissait pas bien cette joueuse chinoise, mais en fait, c'est une spécialiste du double. Elle a un solide service, de très très bonnes volées. Et elle a été simplement plus percutante. Elle est vraiment solide des 2 côtés du fond du court et Sofia n'a pas réussi vraiment à trouver la solution. Oui, je pense que le problème du côté de Sofia Kostoulas, c'était qu'elle a peut-être été des fois trop attentiste. Elle a trop peu attaqué alors qu'elle avait, je pense, les armes pour le faire. Elle était un mètre derrière sa ligne. Elle aurait pu vraiment faire pencher le match, notamment dans ce premier set à 5-4, où là, c'était vraiment le tournant du match. Et on voyait que petit à petit, quand même, les premiers tours se faisaient sentir et que physiquement, ça commençait à être quand même compliqué aussi pour elle, avec la chaleur en plus. Oui, et c'est ce qu'elle a expliqué, hein. Je vais vous envoyer le son de son interview d'après-match, où justement, elle explique ce qui n'a pas été dans cette rencontre. Je vous laisse en compagnie de Sofia Kostoulas. Oui, c'était un match très dur pour moi. Je trouve que... Elle mettait beaucoup de pression dès le début et c'était pas facile pour moi pour gagner les échanges et d'être plus agressive qu'elle. Donc c'était pas facile. Je pense qu'elle a fait un très bon match. Je me suis accrochée, mais j'ai pas vraiment trouvé les moyens pour la vraiment faire mal et je pense qu'elle était un petit peu au-dessus parce que la qualité de mes coups n'était pas au top. Mais bon, j'ai tout donné, donc ouais. Est-ce que les conditions de jeu un peu plus rapides t'ont embêté? Oui, c'est vraiment différent que les 2 matchs précédents où il faisait plus froid et le terrain était un petit peu plus lent et c'était pas aussi vivant qu'aujourd'hui. Et je sentais que j'avais quand même un petit peu de mal. Surtout au service, je ne sentais pas vraiment le service au niveau de contrôle. Les balles volaient un petit peu partout, donc c'était pas facile, mais bon, c'est pour les 2, mais je pense qu'elle a mieux géré que moi. Et c'est fini pour moi ici, mais de toute façon, je suis fière de moi et à la prochaine. J'allais dire, satisfaite de ton Roland-Garros? Oui, quand même. Je pensais pas que je pouvais déjà jouer ou gagner un match, donc j'en ai gagné 2, c'est déjà très bien. Et oui, je sens que petit à petit, ça arrive et je franchis les étapes. Donc, on continue à travailler dur et je suis sûre que ça va venir. Ton programme maintenant? Là, je ne sais pas trop. Je suis encore inscrite dans un 75 en Espagne la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûre parce que physiquement, c'était quand même dur cette semaine. La semaine passée, je pense que je me suis entraînée peut-être 4 heures toute la semaine. Donc, j'ai pas fait beaucoup des heures sur le terrain et je le sens un petit peu, donc on va voir. Merci beaucoup, Sofia. Merci.
Alors, il y avait aussi Grete Minen sur les cours. Malheureusement, Grete a moins bien résisté à Mayar Sherif, 130e mondiale. Très bonne joueuse sur terre battue, l'Égyptienne. Elle est d'ailleurs détentrice d'un record ici à Roland-Garros durant cette semaine des qualifs. C'est elle qui a disputé le match le plus long. C'était face à l'ancienne demi-finaliste du tournoi, Martina Trevisan. 6-7, 7-5, 6-1. Elles ont joué 3h49, je pense quelque chose comme ça. C'était un match super long, mais elle n'avait pas l'air d'être très fatiguée. 6-3, 6-0. On le voit en plus, cette joueuse qui est extrêmement physique, qui bouge vraiment bien sur terre, ça a embêté terriblement Grete Minen. Mais c'est vrai que, voilà, tu l'as dit, elle a eu un beau parcours aussi, l'Égyptienne. Elle a peut-être, bizarrement aussi, cette expérience de la terre battue dans des conditions plus chaudes. On le voit d'ailleurs même quand elle fait des tournois à l'étranger. Elle performe souvent très très bien. Donc... Ah, c'est sûr qu'en Égypte, il fait plus chaud qu'en Belgique. Donc voilà, grosse quand même désillusion pour Grete Minen, surtout le score qui est franchement sévère. Oui, mais Grete était très heureuse quand même de son tournoi, puisque c'est un petit miracle qu'elle ait pu s'aligner vu la blessure qu'elle a au poignet. Donc on va écouter Grete Minen et vous allez voir, il y a une petite séquence sympa à la fin. Écoutez, tu avais dit hier que ce serait un match difficile, c'est avéré effectivement compliqué. Oui, je savais qu'elle était vraiment une joueuse impotente pour moi. C'est vraiment un cauchemar pour moi de jouer contre elle sur terre. Elle joue tactiquement, je pense, parfait contre moi. De balle haute dans mon revers et vraiment c'est dur pour moi, surtout si je n'ai pas joué un revers pendant 3 semaines. Donc c'était vraiment très dur de trouver le rythme, de trouver des solutions. Donc elle était trop forte. Ton Roland Garros est quand même réussi, c'était un petit miracle que tu sois là déjà. Oui, je suis content. Je suis content de gagner 2 matchs et c'est toujours dommage d'être si proche du tableau, mais c'était aussi très loin parce qu'elle était juste plus forte. Elle a mérité ce match et peut-être, je voudrais bien jouer contre quelque personne autre dans le dernier tour de qualif. Mais c'est comme ça, c'est le tirage et si tu n'es pas tête de série, c'est un peu plus difficile. Oui, justement, pour ne plus devoir passer par ces qualifications, il faut revenir absolument dans ce top 100. Tu en fais un objectif pour 2026 ? Oui, c'est sûr. J'espère bien d'être top 100 à la fin de 2026. Ça sera le but, c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas, je sais aussi que je suis capable de le faire l'année prochaine. Oui, parce qu'on en parlait encore avec Romain là, tout à l'heure, le niveau de jeu que tu peux afficher de temps en temps, c'est juste la constance en fait qui te manque. Comment est-ce que tu peux travailler ça ? C'est compliqué ? Oui, c'est compliqué, mais la constance c'est aussi parce que j'ai été blessée quelques fois cette année déjà, un peu malade aussi, donc ça c'est dur de vraiment construire la constance. C'est important de rester fit. Aussi physiquement et je pense que j'ai perdu déjà 6 semaines cette année à cause du blessure. Donc ça c'est difficile et donc j'espère bien dans quelques mois ce sera mieux. Maintenant, c'est ta saison préférée qui commence sur gazon, c'est vraiment là où tu aimes le mieux jouer. Oui, c'est sûr, je pense que mon jeu est vraiment bien pour gazon. J'ai bien travaillé sur mon slice la dernière semaine, donc j'espère que je peux bien l'utiliser. Et donc je suis très contente de ça commence. Tu vas aller jouer où ? Birmingham, oui. Et pas Rosemalen ? Si je rentre dans les qualifs, mais je suis encore 6 d'or, donc j'espère que je peux rentrer parce que c'est toujours un tournoi, j'aime bien jouer. On a vu que Zizou était arrivé hier avec Copain, son chien. Toi, tu ne voyages pas avec ton petit chien ? Si, elle est ici. Juste, on ne la prend pas au club parce qu'elle est un peu timide, un peu scared. Oui, peureuse. Donc, pour elle, c'est mieux qu'elle reste dans l'appartement, qu'elle est un peu plus tranquille. Et c'est une manière de changer un peu les idées de temps en temps aussi quand on est sur le circuit ? Oui, c'est sûr, je trouve que ça aide beaucoup. Tu vois aussi tous les... Attention, il y a Anne qui passe juste derrière, qui écoute ce qu'elle dit. Son anniversaire ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire, Anne ! Oui, bravo. Elle m'a donné des places pour venir aujourd'hui avec mes enfants et mon mari, mais elle ne le savait pas. Elle est très gentille. Elle ne le savait pas en plus. Elle ne savait pas.
Tu m'as fait un beau cadeau, merci. Bon, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc je disais qu'avoir son petit chien, il y en avait de plus en plus, hein, j'ai l'impression qu'on voit. Oui, c'est sûr, je pense que ça aide beaucoup mentalement aussi pour les joueurs et joueuses. Tu as beaucoup de joueurs maintenant avec les chiens, donc c'est chouette qu'il peut rentrer aussi au club. Merci beaucoup Grete, bravo quand même pour ton Roland Garros. Et donc le bilan pour les Belges, eh bien malheureusement c'est 0 joueurs qualifiés sur 6 dans ces tableaux des qualifs masculins et féminins. Je rappelle qu'il y avait donc Grete Minen, Sofia Kostoulas, Jelin Van Drome, Kimmer Coppejans, David Goffin et Gilles Arnaud Bailly. Alors ma plus grande déception personnellement, c'est évidemment Jelin Van Drome qui aurait dû passer au-dessus de cette japonaise, Aoi Ito, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom. Avec son style de jeu très, très atypique d'ailleurs, qui dérangerait beaucoup de joueuses. Mais oui, mais bon, elle s'est pas qualifiée pour finir. J'ai pas vu son nom dans les qualifiés, donc. Non, mais je pense que voilà, elle a un style de jeu qui dérange. Quand des filles varient, ont un style de jeu un peu différent des autres, moins en cadence, moins dans le style de jeu que les autres joueuses peuvent jouer, ça crée forcément des problèmes. Voilà, et sinon, pour tirer un petit bilan de la journée de ce jeudi 21 mai, eh bien, on a aussi vécu, et ça a fait du bruit, hein, Louis, la qualification de Thomas Forel qui rejoint le tableau final. C'est un jeune joueur français de 20 ans qui est classé 382e à l'ATP. Il a réussi à se sortir des qualifs en battant aujourd'hui le Tchèque Dalibor Zvresina 6-2, 6-3. Oui, qui est un joueur que j'ai l'occasion souvent de voir en challenger, qui est vraiment très impressionnant, très régulier des deux côtés. Le Langlaine était vraiment en feu. J'ai eu la chance de voir ce match. Thomas Forel était porté aussi par ce public, ça s'est ressenti. Son papa est le coach de Coco Gauff, si je ne m'abuse. Donc voilà, son papa était 120 mondial aux alentours de cette place-là. Ah mais donc, oui, comment il s'appelle Jean-Christophe. Jean-Christophe Forel. Et donc voilà, je pense qu'il a eu aussi l'expérience de son papa qui a parlé pendant le match, parce qu'il restait vraiment très calme malgré l'atmosphère. On sait à quel point les joueurs peuvent aussi s'enflammer, et il a été vraiment le plus régulier des deux. C'est assez incroyable quand même qui passe ce troisième tour, et on voyait ce public français vraiment très heureux de voir Thomas Forel passer. Bah oui, c'est clair. Bon, ben c'est super ça, Thomas Forel qui rejoint le C'est la belle histoire du côté français pour l'instant de ces qualifications. Oui, clairement. Et on a aussi, il y a encore une journée demain, donc il y a encore quelques matchs de troisième tour de qualif demain. Je pense que Harmonitan joue notamment demain, et aussi le jeune d'origine serbe qui a gagné hier en fin de journée. Tu vas me rappeler son nom. Pavlovic. Voilà, et tu sais aussi qui s'est qualifié, c'est Toby Samuel, le Britannique qui avait sorti David Goffin. Il a battu le Péruvien Bueno aujourd'hui en 3-7. David en était déçu, mais il est tombé sur un os. Ce Toby Samuel est vraiment très talentueux. Sloane Stephens, c'est elle aussi qualifiée, même si elle a perdu le premier set face à Romero Gormaz. Mais c'est un soulagement pour cette ancienne vainqueur de tournoi du Grand Chelem. C'était pas facile, j'ai eu l'occasion de voir ce match-là aussi. Je suis resté pas mal de temps sur le Langlaine, et c'était vraiment un beau match, parce que l'Espagnole prend le premier set. Elle est vraiment hargneuse, elle a vraiment envie d'aller chercher ce match. Et puis Sloane Stephens qui fait vraiment parler alors à ce moment-là sa puissance, et quand elle met la balle dans le court avec une telle puissance, ça fait souvent mouche. Toujours côté garçon, Jaime Faria, le Portugais qui avait sorti Grigor Dimitrov au premier tour des qualifs, c'est lui aussi qualifié. Très très beau match sur le court Suzanne Lenglen. Et alors la petite surprise de la journée, c'est l'élimination de la tête de série numéro 1 de ce tournoi des qualifs, Jesper de Jong, qui a été sorti par Zeng. Redoutable Zeng. Je ne savais pas qu'il était bon aussi sur terre battue, ce jeune joueur. Mais c'est vrai que là, il a joué énormément, comme on l'a déjà dit dans un des podcasts, en université là-bas aux États-Unis. Et cette terre battue qui est extrêmement rapide, ça convient bien aussi à ces joueurs qui sont assez grands, assez puissants. Quand on a des frappes à plat comme lui, ça peut faire extrêmement mal. Et c'est vrai qu'on voyait tous quand même De Jong sortir de ses qualifications. Mais Zeng vraiment très très solide. Et dans les années à venir, c'est vraiment un joueur qu'il faudra clairement surveiller. Oui, c'est un beau joueur, Zeng. Ok, bien écoute, je te propose maintenant, Louis, de passer au tirage au sort.
Alors on va évidemment d'abord évoquer le tirage des Belges, puisque... alors moi j'ai pas pu assister au tirage parce qu'il y avait Sofia qui jouait, il y avait Grete qui était à l'interview. Toi t'avais fait un tour au tirage ? J'ai fait un petit tour au tirage. Bon, ouais, comme d'habitude, c'est une cérémonie qui est parfois un peu longue. Et nous, on attend surtout d'avoir le nom de nos Belges et de savoir contre qui ils vont tomber. Mais il y avait un petit drink avant. Et même ça, je l'ai raté. Aïe. Parce que j'ai préféré regarder Sofia Kostoulas. Donc, voilà. Tu vois. Bon, mais donc évidemment, on va commencer par Alexander Blok, 36e mondial, qui jouera son premier match à Roland-Garros chez les seniors face à un qualifié ou un lucky loser. Alors ça, c'est peut-être le meilleur tirage qu'on aurait pu espérer pour Alex Blok, ce qui est très attendu ici. Et je rappelle donc qu'il avait été demi-finaliste au Masters de Madrid. T'as vu un petit peu son tableau, Alex Blok ? Oui, Alex Blok, qui s'il passe ce tour-là, et on l'espère, pourrait affronter Alex de Minaur. Donc ce serait directement le premier très très gros rendez-vous. On en parlera après, mais on n'a pas été très chanceux au niveau des tableaux pour les Belges. Mais oui, c'est vrai que quand on joue un qualifié ou un lucky loser, on s'imagine forcément passer. Peut-être le seul piège, c'est de tomber contre un joueur qui forcément est dans son élan. Ouais. Et on le voit très vite, les joueurs, quand ils enchaînent les matchs, il y a la confiance qui s'y installe. Il y a forcément aussi l'habitude des terrains. Alors Alex Blok est ici à Paris, il s'entraîne, donc il prend connaissance du terrain, des conditions aussi. Voilà, il ne faut juste pas tomber dans ce piège, comme ça peut souvent arriver. Tu le dis aussi, première fois Roland-Garros dans un tableau principal à son jeune âge. L'expérience pourra jouer, à voir contre qui il va tomber, on ne le sait pas encore, mais ça pourrait être aussi déterminant, mais il doit passer ce premier tour, alors là il aura un demi-nord contre qui il a déjà joué d'ailleurs, donc voilà, ça promet un gros match. Et il demandera à Raph quelques conseils puisque c'est Raph qui l'a battu en Coupe Davis, donc voilà. Alors justement, en parlant de Raphaël Collignon, lui il va jouer contre Alexander Vukic, ce sera le 3e match entre eux deux. Alexander Vukic qui est classé 100e à l'ATP. Chacun a gagné une rencontre pour l'instant. En 2023, Vukic s'était imposé au premier tour des qualifs de Roland-Garros, donc c'est l'heure de la revanche. Mais le Liégeois a pris sa revanche en Coupe Davis l'an dernier. On se souvient quand il a qualifié évidemment la Belgique. Donc c'est un tirage qui est bon pour Raphaël. Je trouve que c'est vraiment un très très bon tirage. C'est ce qu'aime bien Raphaël aussi quand même, c'est ses joueurs. Alexander Vukic, c'est pas un joueur qui se déplace très bien non plus sur terre. Il est vraiment... en difficulté aussi, ouais, il est grand, donc c'est quand même un avantage pour lui. Vukic joue contre Mpetshi Perricard à Bordeaux, là où Raph fait un excellent tournoi, il perd contre lui, donc je pense vraiment qu'il y a toutes les cartes à jouer. Et tu parles de la rencontre de 2023 que Raphaël Collignon avait perdu. Raphaël, c'est plus du tout le même joueur. J'ai l'impression qu'il a complètement explosé en 2 ans, et avec la forme du moment et la confiance qu'il a engrangée, il doit passer ce premier tour qui est vraiment accessible, parce que même si on imagine une bataille physique qui s'instaure entre les deux, Raphaël Collignon est largement au-dessus d'Alexander Vukic, l'Australien. Le moins verni de tous, c'est sans doute Zizou Bergs, 38e mondial. Il va aborder son 3e Roland-Garros face au Tchèque Thomas Marac, 40e mondial. Mais c'est pas un cadeau, Thomas Marac, même si Bergs mène 2-1 dans leur duel. Mais bon, c'était un match qui remonte à 2019 à l'ITF de Doha et en 2021 sur terre. En attendant, le Tchèque a quand même vachement évolué. Il a gagné le Tchèque en 2022 à Helsinki, mais c'était sur dur. Donc difficile de comparer parce que c'était il y a longtemps, c'était sur d'autres surfaces. Mais Marac, il faut quand même se le farcir. Il faut se le farcir dans un premier tour comme ça à Roland-Garros. Il est à la même place que Zizou au niveau des 40 premiers mondiaux. Et souvenez-vous, à Monte-Carlo quand même, Marac avait quand même pris un set à Yannick Sinner. Oui, c'est le seul. Il avait battu avant Cerundolo et Altmaier. Ouais. Donc c'est vraiment un client, et j'ai envie de dire qu'il a un peu cette même irrégularité qu'a un Zizou Bergs maintenant, c'est qu'il est capable du pire comme du meilleur. Donc c'est vraiment compliqué de se prononcer. Zizou aura évidemment l'appui du public comme il l'a toujours ici. Petit indicateur quand même, Marac s'est retiré du tournoi de Rome. Il devait affronter Daniil Medvedev, mais il avait battu Tsitsipas avant de se retirer du tournoi. Donc aussi un peu une incertitude du côté du Tchèque. Est-ce qu'il est vraiment à 100% pour entamer ce Roland-Garros? On ne sait pas. Oui. Non, tout à fait. Donc voilà pour le tirage chez les messieurs. Et Zizou Bergs, si on regarde un petit peu plus loin, puisqu'on dit que Thomas Marac était peut-être
pas certain d'être au top de sa forme. Je crois qu'il est sur la route de Zverev. C'est simple, s'il gagne contre Thomas Machac, il jouera contre Alexander Zverev directement. Donc ça, je dis aussi que, voilà, on parle de tirage, on a évoqué quand même Raphaël Collignon contre Vukic. Si Raphaël Collignon passe contre Vukic, il jouera lui Ben Shelton. Donc c'est quand même trois gros joueurs. Ouais. C'est pas si facile que ça pour un deuxième tour. Clairement. Mais je crois, tu as tout à fait raison, Raphaël Collignon peut battre un Shelton, c'est moins sûr pour Zizou Bers quant au fait qu'il puisse battre un Zverev s'il passe Thomas Machac. Et sur terre, Ben Shelton, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la terre va vite. Donc pour son service, il y aura des balles qui rebondiront à 3 mètres, 3,50 m. Ce sera pas facile. Alors chez les dames, Elise Mertens et Hanne van de Winkel sont engagées dans ce tableau final. Alors Elise Mertens jouera une vétérane du circuit, Tatiana Maria, 52e joueuse mondiale. C'est la 10e année consécutive qu'Elise Mertens participe à Roland-Garros. Elle a 30 ans et elle a déjà disputé 3 huitièmes de finale, mais c'est son meilleur résultat. Elle cale à ce moment-là du tournoi. Systématiquement, elle commence la deuxième semaine et puis elle doit rentrer en Belgique. Et c'est ce qu'elle avait fait en 2018, en 2022 et en 2023. Maria, elle a 38 ans. Elle a déjà été battue par la Limbourgeoise lors des 2 précédentes rencontres sur terre battue à Stuttgart et sur dur à Singapour l'an dernier. À Stuttgart, c'était en 2024. De vraies chances de faire ce qu'elle a toujours fait ici à Paris, Elise. Oui, hormis l'an dernier où elle a été éliminée lors de son premier tour. Mais ici, elle joue effectivement la 335e joueuse mondiale. Elle perd au deuxième tour à Rome, Tatiana Maria. Elle est éliminée d'entrée à Madrid. Et je vais même évoquer dans ce cas-ci, parce que Tatiana Maria n'a pas évolué énormément sur terre battue cette année. Même ses rencontres sur dur ont été compliquées. Donc elle n'est pas du tout dans un état d'esprit où elle engrange les victoires. Et avec, oui, tu le dis, l'expérience d'une Elise Mertens à Roland-Garros, elle doit passer Tatiana Maria. Alors la dernière joueuse belge concernée, c'est Hanne van de Winkel, qui va jouer à 21 ans. Alors elle a eu 21 ans aujourd'hui. 21 mai, joyeux bon anniversaire Hanne. On l'a vu tout à l'heure, elle a un smile pas possible sur la tête. Enfin ça c'était avant d'avoir vu son tirage. Ouais. Évidemment après, Romain Barbosa, son coach, a fait une drôle de tête quand je lui ai annoncé qu'elle allait jouer Madison Keys. Parce que Madison Keys, ça reste quand même une vainqueur en Grand Chelem et une solide joueuse. Elle s'est retirée du trophée Clarins il n'y a pas longtemps, mais apparemment justement Romain me disait que ce ne serait pas grand-chose, qu'elle a plutôt voulu s'économiser. Donc je ne suis pas sûre que c'était vraiment une grosse blessure qui l'a concernée. Mais elle était en finale, donc c'est qu'il y avait quand même quelque chose. On se retire quand même rarement d'une finale pour s'économiser pour Roland-Garros quand même. Oui. Mais oui, et puis il y a quand même une carte à jouer contre Madison Keys. Elle a fait des rencontres à Charleston chez elle, mais la terre battue est complètement différente. À Rome, elle perd contre Bartunkova, qu'on a appris d'ailleurs à connaître. Il y a une joueuse qui est effectivement redoutable, mais c'est dire qu'il y a aussi une marge de manœuvre. Hanne van de Winkel n'affronte pas la meilleure Madison Keys, celle qu'on a connue et qui était vraiment dangereuse, redoutable au service, avec des coups extrêmement forts. Donc il y a quand même une carte à jouer, quand même une petite incertitude du côté de Madison Keys qui était en finale contre Diane Parry et qui s'est retirée. Oui, et Van de Winkel qui depuis ce fameux week-end de Billie Jean King Cup à Ostende n'a plus enchaîné. Elle a eu, à mon avis, un gros relâchement après avoir qualifié la Belgique, aidé évidemment à qualifier la Belgique. Et depuis, c'est vrai que ses résultats sont un peu moins bons. Mais voilà, moi je l'ai vue à l'entraînement tout à l'heure. Elle avait l'air de bien pêcher. Et puis il y a toujours aussi une phase un peu de décompression quand on est si jeune et qu'on perce, on va dire, au plus haut de l'affiche comme elle a pu le faire. Il y a aussi un petit peu de... Voilà, il y a eu beaucoup d'interviews, beaucoup de sollicitations, ce qu'elle n'a peut-être pas connu avant, sûrement pas connu avant. Elle a joué devant beaucoup de gens, donc psychologiquement, ça a forcément un impact sur la joueuse. Oui. Donc c'est tout à fait normal et c'est bien aussi que maintenant, elle ait pris le temps de se préparer pour ce Roland-Garros et d'entamer ce premier tour, peut-être reposer mentalement, physiquement. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour elle. Oui, premier tournoi du Grand Chelem pour Hanne van de Winkel. Alors maintenant qu'on a parlé des Belges, eh bien on va parler du tableau en règle générale parce que c'est intéressant de scruter un petit peu ce qui nous attend, Louis. Nous avons évidemment l'homme que tout le monde attend. Alors j'ai été voir tout à l'heure un petit peu son entraînement sur le Philippe Chatrier. Tu avais l'impression que c'était déjà jour de match.
Ouais, C'était plein. c'est exactement ça. Les gens se battaient pour rentrer. Il y avait une file pour rentrer sur le cours, le petit cours sur lequel ils jouaient. Et ce qui m'a choqué, parce que je me suis évidemment faufilé pour regarder Yannick Sinner s'entraîner. Ce qui m'a choqué, c'est qu'entre chaque point et à chaque pause, il était avec Valentin Vachereau en sparring. À chaque pause, il y avait ses 4 entraîneurs, voilà, tout son board autour de lui, à se soucier du moindre détail, ce qu'il n'y avait pas de l'autre côté. Ça, c'est la première remarque. Et puis la seconde, c'est qu'il met une intensité folle avec une aisance qui est au moins tout aussi folle. Il rate aucune balle. Ouais. Et voilà, il imprime déjà. Et quand on connaît maintenant sa partie de tableau, tu vas évoquer évidemment cette partie de tableau, mais c'est la voie aussi royale pour lui. Il joue Clément Tabur au premier tour. Et éventuellement Juan Manuel Cerúndulo au second. Donc c'est aussi une des meilleures manières possibles pour lui d'entamer ce tournoi. Oui, alors Yannick Sinner a été versé, donc il est en haut de tableau. Novak Djokovic est tout en bas. Novak Djokovic et Yannick Sinner se sont affrontés dans le dernier carré de 3 des 4 derniers tournois du Grand Chelem. L'Italien s'est imposé à Roland-Garros, puis à Wimbledon l'an dernier. Et le Serbe a pris sa revanche en janvier à l'Open d'Australie. Cette année, ils ne se retrouveront pas en demi-finale puisque Djokovic a été placé dans la partie basse du tableau, celle d'Alexander Zverev. Et donc la seule option pour assister à un Sinner-Djokovic, ce serait en finale le 7 juin. Et je t'avoue que je veux bien cette affiche. Il est clair que c'est une affiche dont tout le monde rêve. Alors j'ai un peu ici devant moi le parcours que Djokovic aurait à faire pour atteindre cette finale. Dis-nous tout. Le premier tour, ce serait contre Mpetshi Perricard. Le second contre Valentin Royer ou un qualifié. Le troisième, ça va se corser, soit de Fonseca, soit de Prismic. Puis devrait affronter au 4e tour Rude. Puis ce serait Rublev, Deminor, Mensik ou Etcheverry, un des 4. C'est quand même un peu indécis entre les 4 sur qui va se hisser en quart de finale. Et en demi-finale, il devrait affronter Zverev avant d'arriver à cette finale et d'affronter Sinner. Donc c'est un gros parcours du combattant. Il commence à avoir de l'âge, Novak Djokovic. Alors il nous impressionne tout le temps et on ne peut jamais rien dire à l'avance sur Novak Djokovic. Mais il y aura 33 degrés la semaine prochaine. Oui. Ça commence à user les organismes, surtout que Novak Djokovic joue peu en ce moment. Oui, ça ne va pas jouer en sa faveur, ces températures estivales qu'on annonce. Et j'ai envie de dire, peut-être même pas en la faveur d'un Yannick Sinner, qu'on a déjà vu flancher plusieurs fois sous l'effet de la chaleur. La semaine passée. T'as vu ne fût-ce que la semaine passée, où ici il a accumulé les matchs et ça faisait peut-être trop pour lui à ce moment-là. Donc c'est... Voilà, on imagine évidemment Sinner gagner ce tournoi, mais la météo pourrait venir perturber quelque peu les choses. Oui, et puis pour Yannick Sinner, lui, les projections évidemment qui s'affichent sont deuxième tour, tu l'as dit tout à l'heure, Cerúndolo, troisième tour potentiellement Corentin Moutet. 8e de finale, Luciano Darderi. Attention, Darderi. Luciano Darderi qui joue très bien pour le moment. Il a très bien joué à Rome en tout cas. Oui, à Rome, il se hisse en demi-finale. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler parce qu'à son entrée sur le court, il est rentré avec des lunettes de soleil. Il a oublié de serrer la main, de prendre la main de la personne, du petit ramasseur de balles qui devait rentrer avec lui pour cette demi-finale. Il a pris 1-1 contre Casper Ruud. Mais avant ça, il élimine quand même Raphaël Rodar, Zverev, Tommy Paul et Yannick Hanfmann. Donc c'est quand même un énorme tournoi pour Darderi chez lui. Bon, voilà, il serait sur la route d'un Yannick Sinner. Et on sait que Sinner, il aime bien croquer ses copains italiens aussi quand même. Oui, c'est vrai que c'est une spécialité. Mais il s'est excusé, le pauvre Darderi, du petit ramasseur de balles qui s'est pris un vent là. C'était difficile. Et il y a une autre petite qui était à côté qui a pris la main de Sinner. Exactement. Elle était trop chou. Elle était de l'hôpital des enfants. Et je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo, mais allez voir, c'est magnifique. Elle est tellement heureuse de donner la main à Yannick Sinner. Bref, revenons à nos moutons. Louis, on s'égare. En quart de finale, il pourrait potentiellement Sinner rencontrer Ben Shelton. Sauf qu'il aura été arrêté par Rav, donc moi je dis non. On y croit. Et en demi, Félix Auger-Aliassime l'attend également sur sa route. Ou Medvedev peut-être. Ou Medvedev. Et alors ce serait une finale contre Zverev. Alors je t'avoue que je n'ai pas envie de cette finale parce que si elle est comme les 2 dernières confrontations entre les 2 hommes, ça va pas être très popcorn. Non, ça risque d'être très court. Mais bon, on ne sait jamais. Mais voilà, tu viens d'énumérer le parcours de Yannick Sinner. Jusque minimum la finale, c'est quand même extrêmement simple pour lui de se hisser jusque la demi-finale. Alors simple. Avant ça, il aurait Shelton à jouer et Darderi, c'est quand même des joueurs qui mangent souvent au petit déjeuner quand même. Donc
Voilà, à voir si on aurait un Félix Auger-Aliassime qui pourrait l'embêter en demi-finale ou un Daniil Medvedev, mais il a quand même une partie de tableau qui lui est clairement favorable. Oui, ce qui n'est pas le cas de Zverev, qui n'a pas été spécialement verni lui au tirage. Il aura Benjamin Bonzi dès le premier tour, qui est l'un des deux seuls, tu as évoqué l'autre tout à l'heure, Maratch, mais à avoir pris un 7 à Sinner au Masters 1000, un des deux autres, je veux dire, dans la série folle de Yannick Sinner et dans ses victoires en Masters 1000, ce sont les deux, Benjamin Bonzi et Maratch, qui ont réussi à lui prendre un set. Donc Zverev va devoir jouer contre Bonzi à domicile. On connaît le public français quand il a décidé de supporter un joueur français. Ensuite, il devrait retrouver soit Maratch, soit Bergs, donc également en gros tour. Arthur Fils, potentiellement sur sa route, ou Karen Khachanov. Il faudra voir, mais Arthur Fils est très attendu par les Français. Et un huitième de finale, et un quart de finale potentiellement contre Raphaël Rodar. C'est quand même du lourd pour notre ami Zverev. Et alors après, la demi-finale contre Novak Djokovic. C'est pas un parcours facile. Je sais pas ce que tu en penses. C'est loin d'être facile. Et il pourrait affronter deux Français aussi sur son parcours. Tu l'as dit, Bonzi et Arthur Fils. Ça pèse aussi, ça, de jouer des Français. Mentalement, on sait qu'il peut être friable. Il est peut-être moins qu'avant. C'est vrai, avec l'expérience qu'il a accumulée. Il faut quand même se souvenir que Zverev à Roland-Garros, c'est quand même très souvent solide. Contre Rafael Nadal avant qu'il se blesse sur le terrain. En 2024, où il pousse quand même Carlos Alcaraz en finale et en 5-7. Ouais. Donc Sinner, c'est l'expérience quand même à Roland-Garros. Alors on a joué au petit jeu de repérer lequel match il fallait qu'on aille voir à tout prix. Et moi j'en ai un. Alors là, il ne faudra pas venir me demander d'aller faire quoi que ce soit d'autre. C'est Stan Wawrinka, Arthur Fils, champion de l'édition 2015, le Suisse Stan Wawrinka, qui est invité pour son tout dernier Roland-Garros. À mon avis, ce sera une night session d'office, lundi ou mardi. Ou dimanche, ce sera un des 3 premiers jours. Oui, il faut le mettre évidemment en night session. Et figure-toi qu'il y a quelques jours, 4-5 jours, je suis tombé sur un live entre Stan Wawrinka et Gaël Monfils sur Instagram. Et ils parlaient tous les deux et j'ai eu la chance de leur poser une question et que ma question a été vue dans le chat qui déroulait. Je leur ai demandé quelle serait votre fin de rêve à Roland-Garros. Et Stan Wawrinka a dit que ce serait jouer Gaël Monfils et inversement. Et les deux hommes auraient voulu se jouer, ce ne sera pas le cas. Stan Wawrinka va tomber contre un autre Français, Arthur Fils. C'est un peu dommage. Peut-être pour Stan Wawrinka, il ne va pas être forcément non plus supporté, alors que contre n'importe quel autre joueur, si ce n'était un Français, Stan Wawrinka aurait été le favori du public. Là, les Français ont vraiment envie de voir Arthur Fils performer et passer. Mais ce sera un match popcorn parce que Stan Wawrinka l'a évoqué dans ce live. Il s'est préparé vraiment pour Roland-Garros. On l'a vu ici à Genève, chez lui, où il a eu un très très bon niveau de jeu. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a un match à voir pour la dernière de Stan Wawrinka, l'homme qui a joué avec un short de pyjama et qui a remporté Roland-Garros en pyjama, c'est ce match-là. Mais il était cool son short. Moi j'aimais bien. Il était collector. Ah, c'est collector, d'autant plus qu'il a gagné Roland-Garros avec ça. Et tu parlais de Gaël Monfils, lui il va jouer un copain français, c'est Hugo Gaston. Alors on va voir un peu de tennis champagne sur ce coup-là, parce que Hugo Gaston il est quand même capable de faire des choses et Gaël il aura envie de faire le show. Tout ce qu'il veut, c'est il a envie forcément de performer, mais ça va être sympa à mon avis. C'est la dernière de Gaël Monfils. Il a fait une demi-finale ici à Roland-Garros en 2008. Dans quelques minutes, on se rendra d'ailleurs à sa soirée. Ouais. Et effectivement, beaucoup d'esprits sont tournés vers cette dernière de Gaël. Il a été capable de faire des choses extraordinaires contre Baez, notamment, où il était malmené. Il revient dans ce match ici à Roland-Garros. Il finit par gagner. C'était il y a quand même très peu de temps, donc il est vraiment capable de tout. Je le vois quand même bien passer Hugo Gaston, qui avait lui aussi effectué une superbe année à Roland-Garros, qui s'était fait connaître du public comme ça lors de cette édition un peu boueuse où la terre battue ne ressemblait plus forcément à de la terre battue. Il avait offert un match fantastique contre Dominic Thiem, donc beau match aussi en perspective dans ce duel franco-français. Oui, et puis un autre duel franco-français d'opposition de style, c'est Humbert-Manarino. Et puis on a aussi Novak Djokovic, son premier tour face à Mpetshi Perricard. Quand on connaît la qualité de retour de Novak,
C'est aussi bien pour lui. Peut-être il n'y aura peut-être pas assez d'échanges pour Novak Djokovic pour se mettre aussi en jambes. Ce sera un match qui sera complètement haché vu la qualité de service de Giovanni Mpetshi-Perricard. Mais quand on connaît sa qualité de retour, c'est un premier tour qui est presque acté pour lui, même si on n'a pas forcément beaucoup de références sur Novak Djokovic en ce moment. Et puis celui qui est un peu la star ici aussi, c'est Moïse Kouamé. Lui, il va affronter Marin Cilic. Je l'ai vu tout à l'heure, Cilic, il était occupé à s'entraîner. Et franchement, il envoie du plomb aussi, hein, lui. C'est fou, parce qu'il est vraiment toujours là. Il fait toujours une apparition lors des grands chelems et puis on l'oublie. Oui. C'est ce que je dis souvent. Mais on est toujours très content de le voir. C'est comme le tonton qu'on revoit à Noël. On est content de le voir parce qu'il nous manque et il nous fait rire. Et ben c'est un peu ça avec Marin Cilic. Et il reste pour autant très redoutable parce qu'il a des armes. Son revers est fantastique et son service également. Donc c'est loin d'être fait pour Moïse Kouamé qui est lui aussi extrêmement attendu. J'ai eu la chance de le croiser avec son entraîneur Richard Gasquet tout à l'heure. Et effectivement, c'est vraiment la coqueluche aussi du public. Oui, Moïse Kouamé qui est toujours aussi avec Laurent Raymond. Il se partage un petit peu la tâche avec Richard Gasquet et il est toujours avec le préparateur physique belge Fabien Bertrand qui a été longtemps le préparateur physique de David Goffin et qui a intégré l'équipe de Moïse au moment où Philippe Dehaze évidemment le coachait. Bon, malheureusement Philippe a sauté, mais Fabien continue à travailler physiquement avec Moïse Kouamé et il y a du boulot quand on voit la bête. Il fait évidemment penser à Gaël Monfils. Il a des capacités physiques qui sont vraiment hors normes. En plus pour quelqu'un de son âge, quand moi je l'ai regardé plusieurs fois, que ce soit en Challenger ou même déjà sur le circuit maintenant, il dépasse largement des garçons qui ont 20-25 ans, donc très bel athlète. Très impressionnant. Ouais, très bel athlète, Moïse Kouamé. Et Daniil Medvedev, on n'en a pas parlé, mais il est dans la partie de Yannick Sinner. Il est dans la partie de Yannick Sinner, il va jouer contre Walton, l'Australien. Ça doit être un tour assez simple. J'ai regardé d'ailleurs Daniil Medvedev s'entraîner tout à l'heure contre Novak Djokovic. Ils étaient tous les deux sur le Châtrier et très impressionnant. On sait que l'entraînement n'est pas un match évidemment. Mais Medvedev nous a offert quand même un beau match ici récemment contre Yannick Sinner. Il peut aussi surprendre sur une terre battue abrasive qui pourrait parfaitement convenir à son jeu aussi, qui est très très peu en lift. Il va falloir le dépasser quand même. Daniil Medvedev, c'est le moins qu'on puisse dire. Voire extrêmement à plat si vous préférez. Mais il va falloir le dépasser, Daniil Medvedev. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour les hommes et je te propose Louis de passer aux femmes. Il nous reste encore quelques minutes avant que la soirée de Gaël Monfils commence. Donc on va évoquer les filles. Alors chez les femmes, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a un parcours plutôt corsé. Elle pourrait retrouver Naomi Osaka dès les 8e de finale. Naomi Osaka, moi... Je n'ai pas l'impression qu'elle puisse effrayer Sabalenka. Non, on en attend toujours un peu plus de Naomi Osaka, évidemment, avec ce qu'elle a déjà fait dans sa carrière. Et ça finit toujours un petit peu en pétard mouillé. Donc Sabalenka qui est ici toute heureuse, elle a vraiment le sourire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais le tournoi a accordé aussi une accréditation à son chien. Donc elle est vraiment aussi la reine partout où elle passe maintenant. Et tu sais, attends, en parlant de chien, Zizou, il est venu avec copain. Son chien, son caniche. Et tout à l'heure, j'en parlais avec Grete, parce que Grete et ses chiens, c'est aussi... Elise Mertens, n'en parlons pas, mais Grete, elle en a un aussi. Et c'est intéressant, elle vous l'a dit tout à l'heure dans l'interview, que ça lui faisait du bien, moralement, d'avoir son chien avec elle. Donc ils sont de plus en plus nombreux. J'ai vu aussi Marta Kostiuk qui était là, qui s'entraînait. Il y avait ces deux chiens qui étaient carrément sur le terrain. C'était d'ailleurs un souci pour elle parce qu'elle s'entraînait à servir et il y a ces chiens qui passaient parfois sur le terrain. Donc voilà, si ça peut aussi déstresser les joueurs, c'est une nouvelle forme de psychologie. La médecine nous en apprend tous les jours. Écoute, il y a des crèches dans les tournois du Grand Chelem, mais il faudrait peut-être penser, on pourrait se recycler, penser à venir ouvrir un refuge pour quand ils jouent. Je pense que ça peut arrivera. Avoir du succès. Ça arrivera un jour. Allez, moi j'ai un projet pour me recycler si jamais je n'arrive pas à percer avec Jeux et Podcasts. Alors, revenons à nos moutons. Sabalenka, elle aura aussi sur sa route Coco Gauff en demi-finale. Ça promet, vraiment. C'est la finale de 2025, simplement, où elles s'étaient jouées toutes les deux en 2h38 de match et Coco Gauff avait vraiment été héroïque en 3-7. Donc c'est toujours des grosses batailles entre les deux, surtout sur terre battue, là où Sabalenka n'a pas trop de certitude cette année-ci. Coco Gauff en a presque plus que la Biélorusse.
Donc ce sera, si ce match arrive, en tout cas un match popcorn et peut-être une finale aussi avant la lettre. Oui, parce que Coco Gauff, elle a quand même fait finale au Masters de Rome. Et elle a fait 8e de finale, éliminée par Noskova par contre à Madrid. Et alors à Stuttgart, elle avait été éliminée en quart de finale face à Karolina Muchova. Oh, elle a fait ma journée, Karolina Muchova, ce matin en arrivant. Elle était en train de s'entraîner sur le Châtrier avec Aryna Sabalenka. C'est bon, je suis refaite pour la semaine. J'ai vu s'entraîner Karolina Muchova. D'ailleurs, quel est son tirage ? Est-ce que tu l'as ? Parce que mon iPad est plat et donc tu vas devoir me dépanner. Oui, elle est dans la partie de tableau de Rybakina. Elles pourraient toutes les deux s'affronter plus tard dans le tournoi. En attendant, son premier tour, c'est contre Zakharova. Bon, c'est un secret pour personne. Si vous écoutez régulièrement le podcast, on adore Karolina Muchova avec son style de jeu assez particulier et atypique. Elle a quand même fait finale ici en 2023 contre Iga Swiatek. Elle avait perdu en 3-7. Elle peut aller loin dans ce tournoi complètement ouvert aussi chez les filles. On n'a pas vraiment de certitude. On a une Iga Swiatek qui a fait mine un petit peu de revenir lors du tournoi de Rome, mais elle aurait aussi toutes ses chances, même contre une Rybakina. Oui, et tu parles d'Iga Swiatek, eh bien, figure-toi qu'elle pourrait être opposée au 3e tour à sa bête noire, Jelena Ostapenko, qu'elle ne peut plus voir dans son tableau et qui malheureusement s'y trouve, puisqu'elle n'a jamais remporté un seul match lors de leurs 6 dernières confrontations. Donc c'est toujours un poison pour Iga Swiatek. Et en plus, elle n'arrive pas... Oui, elle a fait un parcours à Rome. Elle a été éliminée par qui pour finir à Rome ? Parce qu'on avait parlé de son super tournoi. Oui, elle a Iga Swiatek qui faisait un bon début de tournoi à Rome sans pour autant être flamboyante. Mais elle est éliminée par Svitolina. Elle est plus aussi souveraine que ce qu'elle pouvait être aussi à Roland-Garros. Elle a gagné 4 fois quand même ce tournoi. Et c'est peut-être la première année où on la voit pas du tout favorite, ou du moins qu'il y en a peut-être une ou deux filles qui sont devant elle. Donc pas simple. Son premier tour, ce sera contre Jones quand même. C'est une bonne entame en matière. Elle pourra aussi commencer son tournoi avec un premier match qui sera quand même accessible. Pas du tout favorite. Elle fait quand même partie des favoris. Elle fait partie évidemment des... Si on doit faire un top 3 ou 4, elle est évidemment dedans. Mais elle est plus souveraine comme elle pouvait l'être quand elle commençait ce Roland-Garros. Il y a des filles qu'on n'imaginait pas peut-être il y a quelques mois. Mais une Svitolina portée aussi par le dernier Roland-Garros de son mari qui aura un énorme choc à jouer. Elle jouera contre Bondard. Svitolina qui a été incroyable à Rome. Elle a envoyé des ogives dans tous les sens. On en avait déjà parlé. Elle bat Gauff en finale, Iga Swiatek en demi, Rybakina en quart. Elina Svitolina, ce sera vraiment aussi une des grandes joueuses à surveiller pendant ce tournoi si elle passe ce premier tour contre Bondard. Oui, et Svitolina, moi je l'ai vue s'entraîner tout à l'heure avec... elle était avec qui ? Avec Donna Vekic. J'ai pris des photos et tout. Je trouve qu'elle est... Moi, je la mets dans le pot des favorites. Svitolina. Je ne sais pas qui tu mets toi devant, parce que tu as parlé de Swiatek qui était dans les 3-4 premières. Qui tu mettrais devant ? Je pense quand même que Sabalenka, il faut pas négliger Sabalenka. Non, clairement. Et je l'avais dit dans notre podcast un peu prédiction sur Roland-Garros, je vois quand même Rybakina surprendre les gens et aller loin dans ce tournoi. Alors c'est peut-être aussi la facilité que je choisis. Mais effectivement, on le dit, Svitolina, c'est très impressionnant en ce moment en tout cas. Mais surtout que Rybakina, elle a un tableau plus ou moins ouvert. Je suis en train de regarder. Et là, alors il y a un choc dans sa partie tableau. C'est Hailey Baptiste contre Barbora Krejcikova, ancienne vainqueur ici. Donc ça fait partie des joueuses qu'elle pourrait affronter. Mais sinon, il y a Yasmine Paolini, Yastremska. Alors Yastremska, attention à Yastremska, elle joue très très bien sur terre battue. Et puis le reste, honnêtement, Rybakina... C'est un tableau assez ouvert et t'évoques même Paolini. On n'a plus aucune certitude sur Paolini en ce moment. Ça va moins bien, elle pourrait aussi grappiller quelques tours assez facilement et arriver vraiment en forme dans le dernier carré ou en 8e de finale. Donc, vraiment, j'en faisais ma favorite dans nos petites prédictions. Et je reste encore sûr qu'elle ira loin dans ce tournoi. Et on parle de Paolini, mais figure-toi que Paolini et Yastremska vont s'affronter au premier tour. Et ça, c'est aussi un des très très gros chocs qui sera attendu ici à Roland-Garros, avec peut-être pour les Français Loïs Boisson qui refera son apparition et qui jouera contre Kalinskaya qui est 22e mondiale, je pense maintenant. Donc c'est aussi dur, un des matchs à regarder. Ce sera dur pour Loïs Boisson de passer au-dessus de ça.
Après, on serait à voir sur quel cours aussi elles vont jouer. Ouais. Peut-être que ce sera un Langlaine qui sera en feu. Elle a été portée en 2025 par ce public, donc on ne sait jamais. Mais elle revient d'une grosse blessure, donc jamais facile de revenir comme ça et de passer les tours. Oui, Loïse Boisson, elle a forcément une telle pression sur les épaules après l'admis, elle doit défendre ses points, elle revient sans Il y a pas mal de certitude. Français qui sont attendus dans cette édition quand même. Arthur Fils, Loïse Boisson qu'on attend à des degrés différents forcément, Oui. Moïse Kouamé, mais voilà, le public français a des exigences, ce qui est normal. On en a aussi envers nos Belges, mais ils ont pas mal de cartes à jouer quand même ces Français. Pour ma part, c'est ce que j'avais retenu de ce tableau féminin. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à épingler. Non, je pense que moi j'ai fait mon petit tour, en tout cas mon petit tour d'horizon des joueuses qui nous plaisent et qui seront évidemment à surveiller pour le tournoi. Oui, c'est plus ouvert que jamais. Il y aura aussi un duel 100% américain entre Coco Gauff et Taylor Townsend au premier tour. Pas un premier tour facile pour Coco Gauff. Non, ce sera pas facile avec Townsend qui a montré quand même quelques bonnes performances. Mais on l'a dit, Coco Gauff, c'est l'expérience. Alors oui, elle donne toujours l'impression de se battre et de se bagarrer contre elle-même et contre son adversaire pendant les matchs. Mais elle finit quand même très souvent par l'emporter. Du moins, ses premiers tours, elle a l'habitude de les passer. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ça devient peut-être plus compliqué quand elle arrive dans le dernier carré, ce qui est normal. Mais ça devient peut-être presque une formalité. Et c'est vrai qu'on a dans notre imaginaire toujours l'impression que Coco Gauff, elle galère un petit peu, qu'elle passe pas les tours et au final, elle finit toujours dans le dernier carré, au minimum en huitième de finale dans un grand chelem. Oui, et il y a aussi le duel des ados qui va être intéressant à suivre. C'est Ivajovic contre Alexandra Eala. Elles ont quoi, 18, 19 ans, elles sont vraiment jeunes. Ouais, c'est vraiment des adolescentes et toutes les deux sont extrêmement suivies aussi par une fanbase. Ouais. Jovic qui a énormément de supporters et supportrices et c'est la même chose pour Eala où partout où elle va dans le monde, elle remplit les stades et là c'est assez incroyable. C'est comme Fonseca. Exactement, il y a un peu une marée comme ça de gens qui les suivent. Donc toujours des matchs assez agréables à regarder de la part d'Eala. Bon, on va aller parce que Gaël Monfils va rentrer sur le cours pour... avec Matt Pokora et il va nous faire peut-être un petit pas de danse comme on a l'habitude de le voir. Voilà, alors que j'ai devant nous sur le cours numéro 6, je ne sais pas sur lequel on est, un charmant joueur de tennis qui a retiré son t-shirt et qui va donc jouer torse nu. On va faire la même chose pour aller regarder. Je vais faire la même chose pour aller regarder Gaël Monfils. Écoute, je crois que je vais rester ici encore un tout petit peu, regarder la fin de son entraînement et puis je te rejoindrai. Allez, je vous remercie beaucoup tous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour d'autres aventures puisque demain c'est le Media Day. Donc tous les joueurs vont passer les uns après les autres dans la salle de presse. Donc je vous mettrai un petit peu les sons des favoris. Et comme ça vous pourrez en savoir plus et surtout tout savoir avant que le tournoi débute dimanche. Merci infiniment Louis d'avoir été avec moi. On va pouvoir aller prendre l'apéro maintenant et souhaiter à tous nos auditeurs de passer un excellent week-end et de profiter du soleil. Ciao, ciao. Ciao.